Leur quotidien est un enfer. Phobie, trouble obsessionnel compulsif. Chaque jour, ils se battent contre un handicap qui prend le contrôle de leurs mouvements, leurs paroles, leur vie. Phobie scolaire, hémétophobie, syndrome Gilles de la Tourette ou encore trichotillomanie. Des mots barbares qui masquent des souffrances terribles. En France, plus d'1 million de personnes souffrent de TOC et 1 personne sur 10 de phobie. Seuls et souvent désemparés face à ces maladies, nos témoins ont décidé de se battre et de tout faire pour enfin vivre normalement. Amandine a 20 ans et souffre d'une phobie scolaire. En fait, le lycée n'est pas un lycée, mais le lycée est un enfer. Chaque jour, la jeune fille pique de véritables crises de nerfs au moment de se rendre au lycée. Laisse-moi tranquille, je veux rentrer. Je veux pas être un animal de foire, j'en suis assez là. Une phobie qui s'est déclarée il y a 8 ans lors de son entrée en 6e. Incapable de suivre des cours normalement, ses parents tentent de la comprendre et de la soutenir. Mais tu sais très bien que je fais des efforts et que c'est dur en ce moment et cette année. J'essaie de te motiver, mais on te force jamais. Aujourd'hui, plus stressée que jamais, Amandine doit faire face à un événement majeur, passer son bac. Moi je vais pas au bac, d'accord? T'as entendu? Je n'y vais pas. J'arrête tout, j'arrête les cours, j'arrête tout. Gary a 26 ans. Il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette, une maladie neurologique qui génère chez lui des tics vocaux à caractère sexuel. Au revoir. Salut, Catin. Après une jeunesse douloureuse, Gary a pourtant appris à composer avec son handicap. Ça demande beaucoup de force mentale, ça fatigue énormément et c'est un cercle vicieux parce que plus je suis fatigué, plus j'en aurai. En formation professionnelle, il a réussi à décrocher un emploi en alternance dans une entreprise de la région, et ce malgré les insultes proférées aux autres employés. Suceuse. C'est tic, même on en rigole. Même avec lui, on en rigole. Mais s'il veut aller plus loin professionnellement, il doit absolument valider sa formation par un oral. Une épreuve redoutable pour lui. Il le sait, la moindre insulte incontrôlée pourrait réduire à néant ses chances d'obtenir le poste. On a 2 relèves par jour, donc une à 8h30, une à 14h30. Jenny a 30 ans et souffre d'hémétophobie, une peur irrationnelle de vomir ou de voir quelqu'un vomir. Je préférerais être un cheval, au moins je serais plus tranquille. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas vomir. Pour éviter la moindre contamination microbienne, Jenny vit enfermée chez elle, seule, et passe ses journées à tout nettoyer. Depuis que je suis rentrée, j'ai dû me laver les mains 5 fois. Mais c'est une moyenne de 70 fois par jour. La jeune femme s'est peu à peu exclue du monde du travail et coupée de ses amis. Mes amis, je les vois pratiquement plus. Ils s'appellent plus. J'ai beaucoup perdu. Plus qu'une vie. Une situation qu'elle ne supporte plus et dont elle a décidé de se sortir. Est-ce qu'on se fixe un objectif? Les transports en commun. Diane, 21 ans, souffre depuis 14 ans de trichotillomanie, un trouble obsessionnel du comportement qui la pousse à s'arracher les cheveux de manière compulsive. Au tout début, ça a commencé sur les côtés, là. Ensuite, ça s'est calmé, et ça a été le haut du crâne. Et maintenant, en fait, c'est les deux, c'est là et le haut du crâne. Avec de véritables plaques chauves sur son crâne, elle tente de cacher son secret sous un bandeau qui la protège du regard des autres. Trop de regards de côté, de questions de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a ?» Pas comme si j'étais un monstre, mais presque, quoi. Diane a grandi en se sentant coupable de son TOC, vite devenu un sujet tabou dans la famille. La vie a continué et moi, j'ai tout de suite occulté. J'ai occulté, disons que je regardais pas l'enfant. C'était mon enfant, mais je faisais abstraction de tout ce qu'il y avait autour. Aujourd'hui, elle veut mettre fin au silence et révéler le mal dont elle souffre. J'ai envie de me dire que c'est possible d'être comme toutes ces filles qui peuvent faire ce qu'elles veulent avec leurs cheveux. Amandine a 20 ans. Elle vit à Sainte-Foy-la-Grande, à quelques kilomètres de Bordeaux. Aujourd'hui, elle se rend au lycée avec Virginie, sa mère. Et ce trajet si classique pour des milliers d'adolescents se révèle particulièrement cauchemardesque pour Amandine. Il faut qu'elle respire.
Là, je commence vraiment à paniquer sur cette rue parce que je sais qu'on n'a plus que 2 carrefours et puis voilà. Lily, ça va? On passe juste devant. Phobique scolaire, Amandine a une peur irrationnelle de l'école. Une pathologie qui touche environ 5% des adolescents en France. Aïe, je me suis fait mal, je me suis planté les ongles dans la peau. Comme chaque matin devant le lycée, sa phobie la paralyse. Malgré le soutien de sa mère, Amandine est incapable de sortir de la voiture. Allez, Lily, il faut descendre. Parce qu'on n'est pas en avance. Allez, Lily. Allez, Lily. Tu veux descendre ou pas? 2 minutes, je me concentre. Ok. Concentrée, Amandine a mis en place un véritable rituel pour entrer dans le lycée en évitant le regard des autres élèves. J'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de me cacher sous ma couette, de m'enterrer, qu'on me ressorte plus jamais, quoi. En plus, qu'il y ait des jeunes devant le lycée, c'est comme la porte de l'enfer, regardez, avec plein de petits diables devant. Et en fait, le but, c'est que baisser la tête, rentrer le plus vite possible, aller à la vie scolaire là où il y a des adultes, remplir mes papiers, ressortir vite, aller devant la porte de la classe, que personne ne me voie, quoi. Lily, il faut descendre si tu veux y aller, parce que... Oui, si ça va pas, tu me laisses pas, tu me ramènes. Non, je te ramène. Allez. Descends. Allez, tu respires, Lily. À 20 ans, quand ma maman doit encore m'accompagner à l'école, je me dis j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Je suis pas comme les autres. C'est à la maternelle, au primaire qu'elle nous amène à l'école, au collège, pas au lycée, pas à 20 ans. Lorsqu'elle passe la porte du lycée, Amandine est fragile. L'infirmière scolaire prend alors le relais et l'accompagne jusqu'à sa classe. Dans quelques jours, Amandine, qui bénéficie d'une scolarité aménagée, va devoir passer son bac. Elle a eu 2 ans pour effectuer sa terminale par correspondance, excepté pour les cours de philosophie, auxquels elle doit obligatoirement assister. Un enfer pour la jeune fille à court de souffle. Ça me stresse. C'est bon, rentrez. Allez. Ça va pas, je viens de voir. Oui, allez, essaye de tenir. Bonjour. Totalement désocialisée et sans amis, Amandine s'assied comme toujours seule au fond de la classe. La jeune fille prend même sur elle pour affronter le regard des autres. Devant une classe, moi je peux pas parler, j'en suis incapable. Je vais pas dire un mot, je vais m'effondrer, je vais me cacher, c'est horrible. C'est une victoire d'être arrivée à être là, même si je peux pas rester les 2 heures, même si je dois sortir avant. Le but étant de gagner la guerre, et pour gagner la guerre, c'est avoir le bac. Même si ça prend 10, 15, 20 ans, tant qu'on a le bac, ça veut dire qu'on a gagné la guerre. Amandine est déterminée à affronter cette peur irrationnelle qui pourrit sa scolarité depuis 8 ans. Elle n'a qu'un seul objectif, passer son bac. C'est à Saint-Véran, à quelques kilomètres de Lyon, que vit Gary, 26 ans. Taille de cul. Magasinier dans une entreprise, Gary vit un véritable enfer. Bon, t'as 2 palettes? J'ai 2 palettes. Elles sont en bon état? Elles sont en très bon état. Chill. Nickel, allons-y. Zeb, tête de bite. Gary souffre du syndrome Gilles de la Tourette, une maladie neurologique qui génère des tics vocaux à caractère sexuel. Demi. Sans le vouloir, Gary insulte tous ceux qu'il croise. Hop, nickel, connard. Bonjour. Le syndrome Gilles de la Tourette touche une personne sur 2000 en France et se déclenche le plus souvent pendant l'enfance. Sa maladie s'est déclarée lorsqu'il avait 8 ans, juste après le décès de son grand-père, dont il était très proche. C'était très dur. Et on se demandait pourquoi c'était lui qui avait ça, quoi. Qu'est-ce qui avait pu se déclencher? On ne savait pas exactement. On culpabilisait, je crois. Ça a été dur pour nous parce qu'on le voyait malheureux. On avait peur qu'il s'en sorte pas. À cause de la maladie, Gary est passé à côté de son rêve. Je voulais m'engager à la marine et pour aller défiler, je me retenais, je contrôlais mes tics, mais après, ça dégénérait vite. Ça dégénérait, oui. Culé. Une fois qu'on n'était plus en rang, je me lâchais.
Incapable de comprendre son déséquilibre, c'est un médecin militaire qui a finalement posé un nom sur la maladie de Gary. Un choc pour le jeune homme qui a dû apprendre à vivre avec sa différence. J'en ai bavé, ça c'est clair, mais je pense que c'est possible de s'en sortir. C'est tout à fait possible de s'en sortir. Il faut juste s'en donner les moyens et être bien entouré. Dans quelques jours, Gary va devoir affronter un jury professionnel pour obtenir un poste définitif dans l'entreprise. Un stress énorme qui augmente violemment ses tics verbaux. À tout moment, il risque d'insulter ses examinateurs et anéantir son avenir dans la société. À Muret, près de Toulouse, Jenny, 30 ans, se livre à un de ses nombreux rituels, se laver les mains. Depuis que je suis rentrée, j'ai dû me laver les mains 1, 2, 3, 4, 5 fois. Mais c'est une moyenne de 70 fois par jour. Mes mains sont brûlées. C'est plus fort que moi, c'est un toc, en fait. C'est une obsession. Jenny souffre d'hémétophobie, une peur panique de vomir ou de voir quelqu'un vomir. Pour s'en préserver, la jeune femme passe le plus clair de son temps à traquer les microbes chez elle. Dès que je suis dehors, j'ai l'impression qu'il y a tout plein de particules qui se collent sur moi, qui puent et qui peuvent me rendre malade. Donc du coup, dès que je rentre chez moi, j'enlève tout ça. Tout. Je nettoie. Déprimée, Jenny passe ses journées seule à tout nettoyer. Je préférerais passer mon temps à travailler, profiter de la vie comme le font tous les gens normaux, on va dire. C'est ma vie qui n'est pas normale, c'est pas moi. Enfin, si. C'est vrai que c'est le mode de vie qui n'est pas normal. Après, c'est vrai que c'est dans ma tête, c'est moi qui me crée tout ça. Donc au final, oui, c'est moi qui ne suis pas normale. La phobie de Jenny l'a isolée et enfermée dans son appartement. Ma vie, c'est le ménage, la tablette, la télé, le chat, et c'est tout. Mes amis, je les vois pratiquement plus. Ils t'appellent plus. J'ai beaucoup perdu. Plus qu'une vie. Je préfère rester enfermée chez moi que d'être malade. Parce qu'après, si je suis pas bien, je sais pas de quoi je serais capable. Parce qu'en réalité, je préférerais mourir que de vomir. Mais bon, au moins je suis en vie. Physiquement. Triste mais décidée à reprendre sa vie en main, aujourd'hui Jenny n'a plus le choix et doit, elle le sait, tout faire pour tenter de guérir. Diane a 21 ans. Elle vit à Libourne, près de Bordeaux, où elle est apprentie monitrice d'équitation. Cavalière exigeante et jeune femme pleine de vie, Diane porte en permanence un bandeau pour masquer les dégâts causés par son TOC, la trichotillomanie. Quand je vois ma tête, j'ai du dégoût, je ressemble à rien. J'aime pas du tout me refléter dans le miroir, donc c'est ultra compliqué et je m'accepte pas tel que je suis. La trichotillomanie est un trouble obsessionnel du comportement qui consiste à s'arracher les cheveux de façon compulsive. Sa mère, Corinne, le découvre par hasard alors que Diane a tout juste 7 ans. Un choc pour cette maman. On vient de Port-Barcarès en voiture, on est allé passer le week-end là-bas. Diane me demande dans la voiture, maman, est-ce que les cils repoussent? Voilà. Ça commence comme ça. Et du coup, je fais pas trop attention, je suis en train de conduire, donc je lui dis, ben oui, ça repousse, mais pourquoi est-ce que tu me poses la question? Et puis ça s'arrête là, la conversation s'arrête là. Et c'est un jour après, il y a quelque chose qui a changé sur son visage et je ne sais pas quoi, j'arrive pas à trouver. Et à force de chercher, et je me dis, mais si, voilà, il y a des cils, les cils sont tombés, il n'y a plus de cils. Et puis les sourcils ont commencé ici, par là, à être un peu clairsemés. Et je vais consulter, et le médecin en consultation ne le dit pas devant Diane, me le marque sur un post-it et me dit, Diane est trichotillomane. Voilà, c'est comme ça s'arrête comme ça. Incapable d'accepter la maladie de sa fille, Corinne a refusé de voir la réalité et la transformation physique de son enfant. La vie a continué et moi j'ai tout de suite occulté. J'ai occulté, disons que je regardais pas l'enfant. C'était mon enfant, mais je faisais abstraction de tout ce qu'il y avait autour. Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est ma douleur, quoi, c'est tout. Une douleur dont Diane se sent coupable et qu'elle porte depuis plus de 14 ans. Après, je peux pas leur en vouloir, c'est normal. Hein. Ils sont dans l'incompréhension,
C'est compliqué à voir sa fille se faire ça, se faire du mal. Et être impuissant. Et puis être complètement pris au dépourvu parce qu'on peut rien faire. Et sachant que je le fais pas devant les gens, je le fais tout le temps quand je suis seule. Il pouvait pas être tout le temps avec moi quand je le fais, donc... Jour et nuit avec son bandeau, Diane lutte depuis toujours contre sa tricotylomanie. Elle parvient souvent à retenir son toc, parfois pendant plusieurs semaines, avant de sombrer à nouveau. C'est compliqué, quoi, après se dire, bon, ben, faut repartir à zéro, c'est... Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ben, c'est foutu à la poubelle, quoi. Donc, j'ai envie de tester tellement de choses, mais j'en ai déjà tellement testé jusqu'à présent qui n'ont pas fonctionné que d'un côté, je suis fatiguée, mais d'un autre côté, j'ai envie de me battre contre ça, contre mes mains, contre ce que je ressens et ce que je vis, en fait. Aujourd'hui, et après 14 ans de maladie, Diane a enfin décidé de guérir et combattre ses démons. Clinique du cheveu, sophrologie, la jeune fille est plus motivée que jamais et est prête à tout pour s'en sortir, y compris à affronter le regard de sa famille. À Sainte-Foy-la-Grande, près de Bordeaux, Amandine, 20 ans, souffre de phobie scolaire. La jeune fille doit bientôt passer son bac, une épreuve qu'elle redoute. Après un effort, elle a réussi à assister à un cours avec sa seule amie, Alexandrine, qui l'aide comme elle peut à s'en sortir. Je suis contente que tu sois là, j'étais inquiète. Par contre, je ne sais pas si tu as vu cette page-là. Je sais pas si... Je crois pas, ça me dit rien. C'est Alexandrine, elle me récupère les cours. C'est ma seule référence ici, c'est ma seule amie au lycée. Il y a ça sur le bonheur. Je trouve ça normal de pouvoir l'aider parce que je pense que même si j'étais dans le même cas, je pense qu'elle ferait pareil pour moi. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Beaucoup de chance. Mais après 1 heure de cours, Amandine craque. Je sors, au revoir. Aujourd'hui encore, elle ne peut aller au bout du cours de philosophie. Elle travaille donc chez elle, dans le studio qu'elle occupe seule. La phobie scolaire s'est emparée d'Amandine lors de sa rentrée en 6e. Une situation dont elle ne parvient pas à s'extraire. J'ai 20 ans, je suis incapable d'aller à l'école, quoi. Ça donne pas confiance en soi. Surtout que moi, je travaillais assez bien à l'école. C'est vrai que j'avais perdu un petit peu le fait de manquer. Mais c'est une déception. On se dit pourquoi les autres, ils peuvent y aller. Et moi, j'ai 20 ans, je suis incapable d'aller à l'école. Pourquoi moi, je peux pas? Mais c'est plus fort que moi. Souvent perçue comme un caprice, la phobie scolaire est un mal reconnu à la fois par le corps médical et le corps enseignant. En fait, la phobie scolaire rend que fait, le lycée n'est pas un lycée, mais le lycée est un enfer. Et d'aller dans le lycée, c'est comme si on prenait, on se mettait en apnée, quoi. Et tout le temps qu'on est dedans, on respire pas. Coupée des gens de son âge, Amandine n'a pas l'occasion de se faire des amis. Pour se distraire, elle rejoint parfois son père, Vincent, sur le golf dans lequel il travaille. Allez, tu viens, on y va? On va en faire un rigolo, là. Et ce jour-là, inquiet, son père, qui ne sait plus comment s'y prendre pour l'aider, va tenter de l'encourager à quelques jours du bac. Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir y arriver demain? Je sais pas, tu sais très bien que c'est au dernier moment que ça se joue. Hein. Parce que le bac, c'est pas très loin quand même, et ça fait un petit moment que tu n'y es pas allé. Je sais, mais bon, comme tu le sais, c'est pas... Je fais pas exprès de pas y aller, hein. Non, mais je sais, mais essaye de prendre un peu sur toi, hein. Ces paroles sont malheureuses et provoquent une fois encore une véritable angoisse chez la jeune fille qui se crispe. Allez, applique-toi, on n'en parle plus, applique-toi. Et explose soudain. Ça me stresse et me dire de faire un effort, il sait très bien que je fais un effort. Et là, de dire ça, c'est bon, ça me... Hey, c'est pas grave. Mais tu sais très bien que je fais des efforts et que c'est dur en ce moment et cette année. Alors, on me dit, on fait des efforts, comme si j'en faisais pas. Allez, mais pense à autre chose, hein. Puis tu sais bien que je te force jamais, hein. J'essaie de te motiver, mais on te force jamais, hein.
Je suis malheureux qu'elle soit malheureuse et qu'elle en souffre autant, parce que certains pourraient penser qu'elle est feignante, mais même nous, parents avertis du problème, il y a des fois où on se dit mais enfin, prends sur toi, fais un effort. Et donc forcément, vu de l'extérieur, où est la frontière entre un enfant qui a une phobie scolaire et un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école? Elle est très, très petite. Et pourtant, elle peut pas. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas. Totalement incomprise, Amandine veut se prouver et prouver à ses parents qu'elle peut vaincre sa phobie et avoir son bac. C'est des efforts constants parce que je veux arriver à quelque chose, je veux avoir le bac, je veux faire des études, je veux avoir un métier qui me plaît. Mais malgré ses efforts, Amandine est toujours incapable de se rendre au lycée et à l'approche du bac, la jeune fille va littéralement s'effondrer et menacer de tout abandonner. À Saint-Véran, en Rhône-Alpes, Gary vit depuis 18 ans avec le syndrome Gilles de la Tourette. Chaque jour, le jeune garçon insulte sans le vouloir tous ceux qui croisent son chemin. Une maladie qui lui a fait traverser une scolarité douloureuse. Il n'avait alors qu'un seul ami, Christophe, auquel il ne rend visite que de temps en temps. Et sinon? Bah ça va, toi aussi? Tu vas marcher demain? Ouais. Christophe se souvient des moments compliqués que Gary a traversés. Je pense que le plus difficile, c'était les gens qui le critiquaient, peut-être qui se moquaient de lui, le rejet, tout ça. Donc c'est vrai qu'on en a causé certains moments et puis que j'étais là pour l'écouter. Il fallait pas faire attention aux gens et que ça allait passer. Et puis qu'il est comme il est. Ça empêche pas d'être un gars bien. C'est le con. Il me faisait sentir comme quelqu'un de normal, entre guillemets. Mais en plus, il a fait comprendre aux autres qui se moquaient de moi que j'étais comme ça et qu'il fallait qu'il fasse avec. Allez, c'est tout bon, chef. Ouais. On va boire un coup? Allez, c'est parti. Alors qu'il s'apprête dans quelques jours à passer l'examen de sa vie, affronter un jury pour obtenir un emploi, Gary retourne sur les lieux de son adolescence à Lyon, afin de reprendre confiance en lui. Donc là, c'est mon lycée où j'ai passé 5 ans. Donc beaucoup de souffrance ici, mais aussi c'est là où j'ai eu le déclic et que j'ai pu commencer à accepter ma maladie. Paniqué à l'idée d'insulter ses futurs examinateurs lors de son entretien d'embauche, Gary vient revoir les personnes qui l'ont aidé à dominer ses tics verbaux. Bonjour. Ah bah dis donc, bonjour. Vous allez bien? Comment vas-tu, Gary? Ça va. De quoi tu te souviens? De l'internat, tu te souviens? Ouais, je me rappelle bien de l'internat. Je me rappelle bien de l'internat où il y avait pas mal de soucis. Puis à l'époque, tu savais pas forcément au début ce que tu avais. Non, j'ai su. C'était des tactiques, des... On savait pas ce que c'était, et puis on a su avant la terminale ce que c'était. Ah, et puis je voulais vous remercier de l'aide que vous m'avez apportée quand j'étais là, à me soutenir la semaine quand j'étais loin de la famille. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui a permis que j'en arrive où j'en suis. Si mon action a eu de l'effet, ben, j'en suis très contente. Gary, merci de la visite. De rien. L'autre personne qui a marqué la scolarité de Gary, c'est son professeur d'électrotechnique. Bonjour. Bonjour. En terminale, Gary, devenu la cible de moqueries persistantes, a dû quitter sa classe pour en intégrer une autre. Son professeur a pris les devants et parlé de sa maladie avec les élèves. Donc ça a permis d'avoir un vrai échange avec eux et surtout de leur faire comprendre que voilà, il y avait déjà eu un problème avant et que le but était que ça se passe mieux avec cette classe-là. Ce qu'ils ont fait, ça me touche énormément. Parce que je me dis que malgré les moqueries des camarades de l'ancienne classe, mes profs me soutenaient quand même indirectement, mais en fait, ils savaient très bien ce qui se passait. Mais j'aurais pas pensé qu'ils poussent jusqu'à me soutenir dans la 2e classe. Ça s'est mieux passé. Ouais, puis j'étais carrément accepté dans la 2e classe. Cette année a été déterminante pour Gary, puisqu'il a alors décroché son bac professionnel, Sésame pour une nouvelle vie. Je suis fier, en tout cas, de toi. En tout cas, merci. Se réconcilier avec son passé a permis à Gary d'accepter sa maladie et d'avancer plus sereinement. À quelques jours de son entretien d'embauche, Gary va-t-il réussir à dominer son stress sans insulter à tout va le jury qui ne sait rien de son handicap? À Muret, en Haute-Garonne, Jenny vit chez elle, coupée de tout par son hémétophobie, une peur irrationnelle de vomir, qui lui fait redouter le moindre microbe. Le monde extérieur l'effraie
et faire ses courses reste une épreuve pour la jeune femme, qui préfère alors être accompagnée de sa mère, Corinne. Il y a quoi qui va te faire envie? Tu vas prendre quoi? Ah mais il y en a toujours des pourris là-dedans, tu sais. Celle-là, elle a l'air d'aller. Regarde. Obsédée par la moindre bactérie, Jenny passe des heures à choisir chaque produit, minutieusement. Un enfer pour sa mère qui l'observe impuissante. Elle trie. C'est pas toujours évident parce qu'elle choisit tout vraiment. S'il y a le moindre petit truc qui ne lui plaît pas dans une barquette ou quoi, elle va chercher, essayer de chercher jusqu'à ce qu'elle trouve. T'es contente de tes patates? Ouais, celles-là sont bien. Ça va? Ouais. Au moins là, elles sont propres, même si elles seront relavées à la maison avant de s'en servir. Tu les épluches avant, tu les laves après les avoir épluchées. Ouais, mais après, quand je vais éplucher la pomme de terre, je vais toucher la pomme de terre avec ma main. Quand je vais éplucher au fur et à mesure, tout ce que j'ai épluché, ben, ça va se retrouver sur ma main. Et tu les relaves encore après. Mais le pire reste à venir. Affronter le rayon boucherie est une torture pour Jenny, qui préfère fuir et laisser sa mère terminer les courses. Vas-y, mais je t'attends au bout du rayon, même pas un jour. Non, tu vas venir. Ah, ça bouge. Là, ça bouge. C'est son truc là, qui est prédigéré, pré-mâché. Là. Arrête, je m'en vais. Moi, je m'en fous, je te plante, je me casse là. Allez, ciao. Tu viens m'aider à les cuisiner? Ouais, c'est ça, ou alors là, que dalle. Elles sont toutes fraîches. Non, tu dégages avec ton truc. Il faut les cuisiner. Même un poulet mort découpé, c'est plus joli que ton truc, tu sais. Au moins, ça ressemble à quelque chose. Là, oui. Oui. Là, elle fait un peu la tête. Mais je crois que je pourrais jamais, en fait, regarder ce truc-là. Non, jamais. Ça, on dirait vraiment du vomi. Tu le reposes. Voilà, il faut que je repose tout parce que sinon, elle ne revient pas. Je le prendrai quand tu feras tes courses et que je serai pas là. L'hémétophobie est tellement handicapante au quotidien que Jenny demande même à sa mère de visionner en avance les programmes de télévision afin de ne pas se faire surprendre par la vue d'une personne qui vomit. Tu regardes la série ce soir et demain tu m'appelles, tu me dis s'il y a des gens malades ou pas dedans? Ouais, il n'y a pas de souci. On fait comme ça, comme d'hab. Une fois chez elle, Jenny obéit à un rituel bien précis. Elle enlève ses chaussures, les laisse sur le palier, se lave les mains puis dispose méthodiquement tout ce qu'elle vient d'acheter. Elle est particulièrement attentive à la bonne conservation des aliments et range son réfrigérateur avec soin. Bah là, mon frigo, je le trouve bien. Il est propre. C'est bien rangé. Jenny consacre un placard à un soda qui est sa seule boisson. Cela fait 15 ans qu'elle n'a pas bu une seule goutte d'eau. Persuadée que la dernière fois qu'elle l'a fait, ça l'a rendue malade. Bah en plus, ce qui est bien dans le cola, c'est que c'est un anti-vomitif. Donc forcément, j'ai pas envie de boire forcément autre chose. Tout contrôler pour mesurer le moindre risque, c'est le quotidien de Jenny. Une réalité étouffante et angoissante dont la jeune femme veut absolument se libérer. À Bordeaux, Diane, 21 ans, est atteinte de trichotillomanie, un TOC pulsionnel qui la pousse à s'arracher les cheveux. Aujourd'hui, elle se rend dans un institut spécialisé pour vérifier l'état de son cuir chevelu et faire un état des lieux de la catastrophe. Donc, ils sont fins. Ils ont toujours été fins, vos cheveux? Oui, toujours. D'accord. Ça ne vous ennuie pas d'enlever le foulard? Il faudrait que je vois, si vous voulez, s'il y a des micro-repousses. D'accord. Hein? Si on doit faire un traitement ou pas. Si on peut. Oui, je pense. Enfin, j'en sais rien. D'accord. OK. Voilà, on va regarder. Vous pouvez regarder également. Vous n'arrachez pas, en fait, vous cassez votre fibre capillaire, vous n'arrachez pas les bulles, vous? Si. Et pourtant, vous avez des repousses. Hein. Vous voyez, là, voilà, une petite micro-repousse que vous avez ici. Mais vous avez arrêté un petit peu, là? Oui. D'accord. Depuis quand vous avez arrêté? J'ai arrêté pendant un mois, puis j'ai repris, là. D'accord. Et en fait, ça avait quasiment tout recouvert, et puis là, j'ai tout mis. Vous voyez, vous avez les petites micro-repousses ici. Ouais. Voilà. Mais il faut faire attention parce qu'effectivement, dans une vie, on n'a que 25 cycles de renouvellement. Et la durée de vie d'un cheveu, c'est entre 3 et 5 ans. Hein. Donc, à la longue, à force d'arracher, après, il n'y a plus de repousse.
Parce qu'indépendamment de cet auto-arrachage que vous faites, vous avez certainement des chutes de cheveux. Bah oui, de toute façon, ils sont super cassants, ils sont... Voilà, mais parce qu'ils ne sont pas bien oxygénés en interne. Voilà, ça c'est important. Hein. Voilà, mais vous avez plein de micro-repousses, donc on peut réactiver cette repousse, effectivement, et puis surtout nettoyer en interne pour enlever ce sébum que vous avez qui étouffe. Hein. D'accord. L'examen du cuir chevelu de Diane est moins dramatique que prévu, ce qui remonte le moral de la jeune fille. J'ai envie de me dire que c'est possible d'être comme toutes ces filles qui peuvent faire ce qu'elles veulent avec leurs cheveux. J'ai envie d'avoir de jolies coiffures, d'avoir des jolies teintures, de faire ce que je veux. Quand je vois les photos, quand j'ai des copines qui se font des couleurs, qui se font des nouvelles coiffures, moi aussi j'ai envie d'avoir ça, mais je peux pas. Je peux pas avoir ça. Alors on me dit, il faut que tu rases. Non, je raserai pas mes cheveux. J'ai peur que justement en ayant les cheveux courts, ça va être pire, que je vais m'attaquer à partout. Et donc je préfère autant avoir conscience que là j'ai des trous et là j'ai les cheveux longs, plutôt que d'avoir les cheveux courts partout et pouvoir m'attaquer à tout mon cuir chevelu. Pour stimuler la repousse, Diane va devoir enlever son bandeau. Une mission impossible. Quand vous êtes chez vous, vous l'enlevez ce bandeau, n'est-ce pas? Vous vivez sans. Ah ben voilà. C'est comme une perruque, si vous voulez, c'est comme une casquette, c'est comme un casque que l'on porte toute la journée. Eh bien, ça n'est pas vascularisé, c'est pas oxygéné convenablement. Mais ça peut être sur 6-8 mois, ça peut être long. Enfin, long et pas long, en fait. 6 mois, c'est rien. Mais il faudrait accepter d'enlever le foulard. Tout le temps, non. Je peux pas. Le regard des gens est trop difficile. Après, je sais que je peux le faire toute seule quand je suis chez moi. Mais quand je suis vraiment toute seule, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas mon copain, il n'y a pas mes parents, il n'y a pas ma mère, il n'y a personne. Le bandeau de Diane est à la fois son meilleur ami et son pire ennemi. Va-t-elle pouvoir enfin l'enlever devant son petit ami et sa famille? Pourra-t-elle accepter son complexe? Malgré sa volonté, sa guérison est-elle encore possible? Près de Bordeaux, Amandine, 20 ans, souffre de phobie scolaire et ne se rend en cours que le lundi. Alors chaque dimanche soir, ses parents s'apprêtent à vivre l'enfer. C'est moi. Lily, tu oublies pas, tu baisses ton chauffage, ma chérie? Ouais, c'est bien, moi. Incapable de faire face à cette épreuve seule, la jeune fille qui vit la semaine dans un studio vient tous les dimanches chercher le réconfort auprès de ses parents conscients de la soirée qu'ils vont vivre. Ce soir, je le sens pas très bien. C'est ce que j'allais te dire. On va encore passer une soirée pourrie à essayer de la réconforter. On va essayer de regarder, trouver un truc à la télé qui lui plaît et... Ouais. Hein? Tu fais ton sac pour demain? Comme les dimanches soirs. On va manger le reste, les restes? J'ai pas faim. Ça commence à être la Amandine des dimanches soirs. Enfermée dans son appréhension du lendemain, Amandine refuse de dîner, de regarder la télé et de répondre à ses parents. Ça va, amour? Tu veux regarder un truc ou je peux regarder encore un petit peu? Tu peux regarder ce que tu veux. J'ai pas envie de regarder la télé. Sinon, donc, si tu veux voir autre chose. J'ai pas envie de regarder la télé. Terrée dans son anxiété, Amandine devient nostalgique. Il y a un cas de photo là avec des photos de moi petit. Je me dis à cette époque-là, je savais pas ce qui allait me tomber dessus, quoi. Je savais pas. J'aurais mieux fait de jamais savoir en fin de compte, ou de savoir à l'avance pour me préparer. Enfin, je crois que non, on peut pas se préparer à ça. La phobie scolaire, c'est quelque chose que je souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je le souhaite à personne. Et comme toujours, le dimanche soir, Amandine est tendue et devient très agressive, voire impolie avec ses parents. Tu en veux pas, toi, Amandine? Non. Tu peux pas faire un peu moins de bruit quand tu manges? J'aime pas entendre les gens manger. Quand moi je mange pas, ça me fait grincer les dents. Ça craque comme c'est les... Quand tu manges du poulet, ça craque. Quand tu manges des patates, ça craque. Je suis sûre que quand tu manges un yaourt, tu fais craquer. Amandine est agacée par ses parents, mais elle ne s'imagine pas vivre ailleurs. Entre malheur et culpabilité, la jeune fille craque. C'est sûr que quand j'école le lendemain, c'est plus facile d'être ici que d'être toute seule chez moi. Je sais très bien que si je suis chez moi, je ferai que pleurer.
Parce que je l'ai toujours fait pour une sorte de protection. Des fois, je pleure dans mon oreiller parce que je leur dis pas. Parce que je veux pas leur faire du mal. Je veux pas aggraver ce que je leur fais vivre tout le temps. Parce que je les fais souffrir assez comme ça. Ils ont pas besoin de me voir mal parce que je sais qu'ils vont être mal. Ils vont pas profiter de leur soirée juste à cause de moi. Amandine est fille unique. Sa phobie scolaire est au centre des préoccupations de ses parents, qui ne savent plus quoi faire pour l'aider. Elle est tellement mal qu'on n'en supporte plus de la voir souffrir. Elle est si près du but que ça serait dommage de renoncer. Mais si on avait su ce qui nous attendait, on aurait essayé de lui faire une formation, qu'elle ait un métier qui lui plaise, qu'elle soit heureuse, peu importe si elle n'est pas bardée de diplômes. Pour tous les trois, le bac fait figure de libération, de sortie du tunnel. Il reste l'objectif à atteindre, à tout prix. À Saint-Véran, près de Lyon, Gary cohabite tant bien que mal avec son syndrome Gilles de la Tourette. Salope. Une maladie neurologique qui le pousse à proférer des insultes à tout le monde. Bonjour tout le monde. Ses amis font abstraction de ces insultes, surtout quand il est stressé. Tu les tasses. Ouais. Ouais, toi, t'as fait quoi aujourd'hui? On m'a nettoyé la terrasse. Avec Amandine. La première fois que je l'ai connu, en fait, il était en train de parler avec quelqu'un que je connaissais très bien. Et en fait, je le voyais l'insulter, mais vu que je savais pas, ça m'étonnait d'autres personnes de pas répondre. Donc je commençais à m'énerver, puis après, on m'a expliqué ce qu'il avait. La première impression que laisse Gary aux inconnus, c'est une série de jurons et quelques tics physiques. Une réalité difficile à vivre au quotidien et qui lui demande d'énormes efforts pour se contrôler en public. Ça demande beaucoup de force mentale et ça fatigue énormément. Ça fatigue énormément et c'est un cercle vicieux parce que plus je suis fatigué, plus j'en aurai. Parmi les moments pénibles du quotidien, faire ses courses. Gary doit se concentrer pour ne pas insulter et provoquer une réaction hostile dans les rayons ou auprès des caissières. Ta gueule, bonjour madame, excusez-moi, je voudrais savoir si vous avez des ampoules, s'il vous plaît. C'est le premier rayon sur votre gauche là. D'accord, merci bien madame. Au revoir, bonne journée. Tête de bite, attention. Quand je suis en présence de gens que je connais pas et je sais qu'ils sont pas au courant de ma maladie, je me contrôle et du coup, j'ai pas de tics ou très peu. Puis en général, même si j'en ai, les gens viennent pas me faire la réflexion. Et si Gary a une volonté d'acier, son syndrome est parfois plus puissant encore. Salope, ta gueule. Arrivé à la caisse, Gary, stressé, perd totalement le contrôle et est atteint d'une véritable crise d'insultes qui laisse la caissière sans voix. Bonjour. Tiens. Là-dessus. Danke. Hop, quitte. Elle connaît. Merci bien. Au revoir, bon courage. Gary a souffert pendant des années du regard et du jugement des autres. Il se sent aujourd'hui plus fort et a décidé de venir en aide à ceux qui sont comme lui, en créant un groupe de parole sur les réseaux sociaux. Je comprends ce que tu traverses. Je suis passé par là et c'est pour cela qu'il ne faut pas se fier au regard des autres et apprendre à les ignorer. Il y a un message, je m'appelle Nicolas, j'ai 14 ans. Je suis diagnostiqué avec un syndrome de Gilles de la Tourette depuis mes 12 ans. C'est très dur à vivre car je subis les moqueries des autres, mais aussi leur harcèlement physique et moral. Donc voilà, ça c'est la période justement de l'adolescence la plus dure. Quand je leur réponds, c'est vraiment un message d'espoir que moi j'y suis passé, mais que maintenant je m'en suis sorti. C'est pour ça que je veux tout faire pour arriver, pour qu'ils arrivent à s'en sortir eux. Et pour moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé vraiment pour aider d'autres personnes qui souffrent de ça. Le syndrome de la Tourette est une maladie qui conduit à l'isolement amical, mais aussi affectif. La solitude me pèse surtout quand on sort avec les copains, qu'on va au resto et qu'ils sont tous en couple. Ma maladie a déjà fait fuir plus d'une femme.
pour ce genre de relation, c'est vraiment un obstacle. Mais d'un côté, je me dis que si elle comprenait pas ça, elle me méritait pas. Dans quelques jours, Gary s'apprête à vivre le jour le plus important de sa vie, passer un entretien professionnel devant un jury pour obtenir un emploi. Le jury ignore sa maladie et la moindre insulte ruinerait toutes ses chances. À Muret, en Haute-Garonne, la vie de Jenny est rythmée par différents rituels liés à son hémétophobie, sa peur de vomir. Le premier d'entre eux est de s'hydrater les mains, mise à rude épreuve par le ménage et la fréquence à laquelle elle se les lave. Ça fait très mal, ça tire. C'est pour ça que j'hydrate tous les matins et tous les soirs. Parce que ça me fait vraiment trop mal. Je me sens pas super jolie. Déjà de base, je suis pas non plus un top modèle. Après, je suis toute maigre. Donc non, je préférerais être autrement, physiquement. Alors, pour se réconcilier avec son reflet, Jenny n'hésite pas à user d'artifices. Se maquiller, en fait, c'est... moi, je pense que c'est important, parce que c'est... ça fait plaisir aux yeux, déjà, de se voir préparée, féminine, coquette. Déjà, ça fait du bien à soi-même. Et puis, c'est ce que les gens derrière voient, en fait. Les gens dehors, c'est ce qu'ils voient. Et voir des gens malades, généralement, les gens, ils aiment pas trop, ça leur fait peur. Donc, du coup, j'essaye de faire un effort dès que je peux. Il faut être positif. Sinon, on ne vit pas. Et puis, on ne s'en sort pas. Donc, on avance et on y va. Paniquée à l'idée de contracter des microbes, Jenny n'accepte de déjeuner en dehors de chez elle que chez sa mère. Et là encore, à une seule condition, que ce soit elle qui prépare le déjeuner. Même quand je suis chez ma mère, c'est moi qui cuisine. Déjà, j'aime ça et puis au moins, je suis sûre que c'est fait comme je veux. Je ne mange pas si c'est pas moi qui ai fait à manger, donc... C'est vrai qu'elle est toujours à l'affût de tout. Donc, c'est assez bizarre. Avec les années, Corinne a appris à faire face à la phobie de sa fille, pour qui les repas sont toujours douloureux. Comme beaucoup d'hémétophobes, Jenny s'impose des restrictions alimentaires pour éviter tout problème digestif. Des restrictions qui l'ont conduite aux portes de l'anorexie. Si t'arrives à manger ça, ça sera pas mal quand même. Hein. Il faut pas rêver. Eh ben ça, je me doute. Hein. Les pâtes, mais la viande, ça m'étonnerait. Même si c'est des petites quantités, je préférerais qu'elle mange, c'est clair, un peu plus, qu'elle arrive à faire les repas, disons, normaux. C'est bon. Bah oui, c'est bon. Mais bon, j'ai pas faim. L'hémétophobie qui ronge Jenny préoccupe aussi sa mère, qui n'en comprend pas l'origine. Est-ce que c'est quelque chose toujours été comme ça. J'ai mal fait ou... Bah non, pas toi. Ou quelque chose que je n'ai pas fait. C'est clair que ce serait plus simple de te voir bien. Que tout soit normal. Je suis pas heureuse de la voir souffrir. Parce qu'autant elle croit que ma maladie, c'est de sa faute. Mais si elle souffre aujourd'hui, c'est de la mienne. Je préférerais être un cheval, au moins je serais plus tranquille. Ben pourquoi? Parce que je ne peux pas vomir. Prisonnière de sa phobie, Jenny voit la vie s'écouler sans parvenir à en reprendre les rênes. Épuisée par des années d'anxiété, elle s'apprête à rencontrer un spécialiste pour enfin s'en sortir. Diane, 21 ans, vit seule depuis 3 ans à Libourne, près de Bordeaux. Passionnée d'équitation, elle rêve d'en faire son métier. Monter à cheval est le seul moment où elle oublie sa maladie, la trichotillomanie, un toc pulsionnel qui la pousse à s'arracher les cheveux. Moi, je sais que quand je suis à cheval, je suis dans ma bulle, je pense pas
Je pense au travail du cheval, et je pense pas du tout à mes soucis ou quoi que ce soit. Si j'ai un souci, si je m'énerve à cheval, c'est parce que le problème vient du cheval et pas... Enfin, du cheval. De moi-même, surtout. Après, en soi, c'est vrai que ça fait du bien. Ça me vide la tête, ça permet d'être apaisé, on va dire de sortir de cette bulle de... Pas de routine, mais de boulot, quoi. Donner le foin, enfin... Ça reste un métier assez physique, donc ça fait du bien de faire monter à cheval pour se vider la tête, quoi. Elle ne supporte que le regard des enfants, innocents et sans jugement. Et redresse-toi, Alice. Si tu tires sur la bouche, elle partira pas au galop. Fans de leur monitrice, les petites cavalières ne prennent pas conscience de la portée des paroles de leurs chansons. Diane et Lisa, elles sont trop belles. Diane et Lisa, elles ont les cheveux lisses. Diane et Lisa, elles ont les cheveux lisses. Souffrant terriblement du regard des autres, Diane n'en parle à personne. Elle le verbalise auprès de sa meilleure amie Anne-Claire, qui ne l'a jamais vue sans son bandeau. Un pas énorme pour Diane, très émue, qui se confie sur le mal qui la ronge. Je peux pas faire de photo d'identité, je peux pas faire de photo de passeport. Je peux pas aller chez le coiffeur. Je peux rien faire, en fait. J'ai des trous dans la tête, parce que je m'arrache les cheveux, en fait. J'ai atteint une trichotillomanie. C'est un TOC, trouble obsessionnel du comportement. Et tu l'as encore? Oui. Ouais. Genre vraiment, c'est un truc, t'as essayé de voir un médecin ou... Enfin, t'en as parlé à ton médecin et tout? Ils m'ont envoyé voir des psys. Ces médecins m'ont envoyé voir des psys, puis les psys m'ont dit d'aller des médecins. Non, m'ont envoyé voir des sophrologues. J'y suis jamais allée parce qu'à force de dire bon ben on va t'envoyer ici, on va t'envoyer là, on va t'envoyer là, c'est bon au bout d'un moment. Puis bon, le psy pour me dire ah ben oui, ça va pas dans votre famille. Merci, je crois que je suis déjà au courant, quoi. Tes parents non plus, tu leur dis pas, tu leur parles pas? C'est pas un truc dont on parle. Enfin, au début, ils m'en parlaient. Ils le savent, mais... Au bout de 14 ans, puis bon, je pense qu'ils ont appris à faire avec, mais c'est vrai que ça a été vachement difficile au début pour eux et vis-à-vis de moi, quoi. Enfin, c'était affreux. Parce que c'était un sujet tabou? Ouais, mais en fait, on est passé d'une extrême à l'autre. Ils m'en parlaient tout le temps. T'as arraché tes cheveux, ça se voit, t'as arraché tes cheveux, arrête de mentir. Tu mens comme tu respires. Ça, c'est mon père, il me l'avait sorti une fois. Oh putain. Et tu le reprochais de t'arracher les cheveux? Ouais. D'accord. Alors c'est un truc que tu contrôles pas. Puis il m'a envoyé à l'école sans bandeau, sans rien, donc du coup j'avais tout qui était dégagé. C'est vrai que ça a été vachement... compliqué. Ah ouais. Franchement, ça a été affreux. Puis voilà, puis avoir... déjà que rien que toi, tu sais très bien que tu fais une connerie quand tu le fais, en fait. Oui. Alors en plus, on avoir une couche... Tu peux pas le contrôler. Déjà, tu t'en veux, tu te regardes après dans le miroir et tu fais merde, j'aurais pas dû, quoi. Enfin, putain, je regrette tellement. Mais bon, même maintenant, hein, quand je le fais, après je me regarde, je fais putain, t'as tout gâché. Puis repartir à zéro, attendre. C'est un cercle vicieux. C'est un combat contre soi-même. Enfin, franchement, je vais me les couper les mains comme ça, moi. Pas de soucis. Je pourrais plus monter à cheval, mais au moins j'aurais plus ce souci là, quoi. Le mal profond dont souffre Diane puise sa source auprès de ses parents. Décidée à rompre le silence, la jeune fille s'apprête à avoir une véritable conversation avec sa mère et enfin comprendre l'origine de sa souffrance. À Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, c'est une journée compliquée qui commence pour Amandine, phobique scolaire. Comme tous les lundis, elle doit aller au lycée suivre son cours de philosophie. Mais elle vient de recevoir une très mauvaise nouvelle. Elle n'a pas les professeurs qu'elle aurait aimé avoir. Ce sont deux professeurs qui sont très compréhensibles, qui connaissent les problèmes de phobie scolaire. Donc on va essayer de se battre. Ça va? Top. Tu penses que tu vas pouvoir y aller ou pas? J'en sais rien. Ça m'énerve, ils en rajoutent là avec tous ces trucs là. Le système pourrait faciliter pour les personnes phobiques comme moi les épreuves du bac, quoi. C'est pas sorcier de mettre des professeurs que je connais, que j'ai déjà vus, qui... Tu sais très bien que j'ai déjà essayé. Hein. Donc aujourd'hui, je vais y aller voir les responsables. Et tu sais que maman, elle s'est toujours battue. Hein? C'est encore un combat.
On va essayer de le gagner encore, comme on a gagné tous les autres. Hein, ma chérie? D'accord? Soutenue par sa mère, Amandine parvient à prendre sur elle et se préparer. Dans un peu moins d'1 heure, c'est l'école, les cours. Il faut aller au lycée, rentrer dans le lycée. Donc forcément, j'ai la boule au ventre, je suis angoissée, j'ai du mal à respirer. Et plus ça se rapproche, plus le stress... Lily, c'est bientôt l'heure. Hein? On va y aller? Allez, on y va. Quelques heures plus tard, Amandine et sa mère quittent le lycée. Virginie a tenté d'obtenir un jury que sa fille connaît. Une mission délicate. Amandine va faire une véritable crise de nerfs et menacer de tout arrêter. T'as réglé mon problème? J'ai essayé, mais c'est pas possible de changer d'examination. T'as été considéré comme un candidat normal. Eh ben moi, je vais te dire mon truc, ce sont des putains de connards. Connard, le système il fait absolument rien pour les gens comme moi, c'est pas essentiel, ça leur coûte quoi à eux, hein? Parce que ces profs là ils passent des euros, ça leur coûte quoi? C'est des connards. Ils estiment. Moi je peux rentrer chez moi là, d'accord? Lily. Moi je vais pas au bac, d'accord? T'as entendu? Je n'y vais pas. J'arrête tout, j'arrête les cours, j'arrête tout. J'arrête tout. Si c'est à cause de ça, j'arrête tout, mais non, me parle plus. Tu vas pas ne pas aller au bac à cause de 2 examinateurs, c'est tout? Si, parce que moi ça me perturbe. Je vais pas au bac, c'est tout. Tu te rends compte que tu fous 8 ans de ta vie à la poubelle? Eh ben je fous 8 ans de ma vie à la poubelle et puis comme ça je me tue, comme ça au moins il n'y a plus de vie. Arrête! C'est ridicule de dire des choses comme ça. Tu crois que ça me fait plaisir d'entendre ça? Je m'en fous, d'accord? Laisse-moi tranquille, je veux rentrer. Je veux rentrer, je veux pas être un animal de foire, j'en suis assez là. Tout le monde me regarde avec ça en plus. Déprimée, énervée, Amandine n'en peut plus et à quelques jours de l'épreuve du bac, tout est à refaire. La jeune fille va-t-elle tout abandonner? Ses parents sauront-ils la rassurer et la convaincre? Gary vit près de Lyon. Il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette, un TOC qui le pousse à insulter tout le monde. En formation d'agent logistique, il s'est battu pour décrocher un emploi en alternance dans une entreprise de la région. Ce travail, pour moi, c'est vraiment une revanche sur la vie parce que du coup, il y avait que 3 places et on était 12 au départ. Donc j'ai pu vraiment prouver que j'avais des connaissances malgré mon syndrome. Avant d'avoir ce travail, c'est vrai que dans le cul, je te baise. J'ai eu beaucoup de refus par rapport à ma maladie. Et ça a toujours été pareil. Les patrons avaient peur de la situation handicapante. Enfin, pour moi, on a nos 2 bras, on a nos 2 jambes. On peut travailler comme quelqu'un tout à fait normal. On a vraiment nos facultés. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ce ne soit pas compris par les recruteurs ou les patrons et qu'ils ne nous laissent pas notre chance de faire nos preuves. Depuis 6 mois, Gary met donc tout en œuvre pour faire ses preuves et s'intégrer. Je t'encule, tu veux que je le charge le... Ouais. Ah, tu veux charger? Ouais. Ah bah merci. Je te laisse faire. C'est sympa. Je vais charger. Merci. De rien. Bon, au début, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, mais bon, on nous avait avertis, comme quoi il y avait Gary qui allait arriver dans le service et qu'il fallait, qu'ils nous ont expliqué ses symptômes, donc il fallait pas qu'on lui fasse attention et puis que c'était une personne comme une autre. Il s'est adapté à nous, on s'est adapté à lui et c'est une personne super. Ça va, Gary? Salut, toi. Salut, Sandra. Salut, Gary. C'est bien? Oui. Et toi? Ça va. T'as besoin de quelque chose? Oui. Oui, est-ce que tu peux monter quelques cartons, s'il te plaît? Ok. Merci. Ta fille va bien? Ça va, tranquille. Toujours au foot? Oui. Elle va bientôt finir ses entraînements, là. Ah bah c'est bon, je suis là. Bah ouais. Gary s'est super bien intégré dans l'équipe. Et je pense que la plupart des personnes ici l'ont très bien intégré aussi. Suceuse. C'est tic, mais on en rigole. Même avec lui, on en rigole. Et il le prend très bien, voilà quoi. S'il s'est rapidement fait accepter par ses collègues, Gary a aussi fait l'unanimité auprès de ses supérieurs, ce qui n'a pas échappé au directeur de la société.
Bonjour Gary. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, Ça merci. Tout se passe bien? Oui, ça va. Les livraisons? Pas de problème? Non, il n'y a pas de souci particulier. Moi, j'ai plein d'échos positifs c'est concernant, donc votre superviseur est super content. Ouais. C'est déjà un bon point. Et puis, bon, les relations avec les gens, ça se passe très très bien. Ouais, ça se passe bien. Je pense que j'étais bien intégré. Puis... C'est aussi beaucoup grâce à vous. Hein. Donc, ouais, mais ça fait du bien. J'avais effectivement une première appréhension pour le premier jour. Une appréhension qui s'est très vite dissipée grâce notamment à Gary qui a su partager son handicap et qui a su discuter avec les gens, leur expliquer. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Ça fait du bien que les gens remarquent ce qu'on sait faire, malgré le handicap. Très bien, mais écoutez, bonne journée Gary. Merci, vous aussi, monsieur Darnis. Et passez un bon week-end. Ouais, on va essayer. Au revoir. Merci, au revoir. Gary a trouvé sa place dans cette entreprise et il espère bien la garder. Mais pour cela, il va devoir franchir une étape cruciale, valider sa formation devant un jury. Alors chaque soir, il révise avec acharnement, en priant pour ne pas insulter le jury. Pendant l'oral, j'aurai sûrement des tics, du coup. Mais j'ai déjà passé des oraux au lycée pour le bac pro ou le BTS et ça m'a jamais dérangé. Donc je vois pas pourquoi maintenant ça me gênerait à quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant. Même que le jury, je le connais pas, j'en connais très bien. Gary reste confiant, mais il le sait, à la moindre insulte, il pourrait tout perdre. Près de Toulouse, Jenny, hémétophobe, retrouve son ami Zazou. Ça va? Ça va et toi? Jenny redoute le monde extérieur et les microbes qu'elle peut y croiser, alors elle refuse de recevoir des personnes chez elle, y compris ses proches. Une situation qui peine Zazou, sa meilleure amie. Moi, ce que j'aimerais là, tu vois, c'est que ma fille elle puisse venir aussi chez toi. Qu'on puisse faire des après-midi. Tu vois, oui, mais ne regarde pas avec ces yeux-là, c'est... Eva, elle te connaît pas. Donc il serait temps qu'elle rencontre sa tata quand même. C'est vrai. Je l'ai vu naître. Non, mais tu l'as vu naître, mais c'est tout. Voilà. Et toi, ça te donne pas envie d'en faire, que moi j'en ai, que ton frère il en a, ta soeur aussi. Imagine, une nausée matinale, comment je fais? C'est les choses de la vie, ça, c'est normal. Et après, le bébé, quand il naît, tu sais, ça va y arriver d'être malade. Hein. Je fais quoi? Je vais pas laisser mon enfant comme ça, malade, tout seul dans son coin et que je peux pas le toucher, que je suis Ça t'aiderait peut-être à surmonter la maladie. L'hémétophobie de Jenny a cruellement modifié son destin. Impossible pour elle d'avoir un simple travail et surtout un enfant. Un drame pour cette jeune femme qui rêvait simplement d'une vie normale. Moi, j'ai confiance en toi et là, t'as déjà fait un pas en avant en venant me voir. T'as déjà fait un très grand pas en avant. Maintenant, il faut que t'avances petit pas par petit pas. Et doucement, tu arriveras. Enfin déterminée à reprendre le contrôle de son existence, Jenny se rend quelques semaines plus tard chez un psychologue. Bonjour. Je peux vous serrer la main, pas de souci. Ça va, merci. Allez, on y va. Merci. Vous attendez quoi de moi? Bah, que vous m'aidiez à aller plus loin. Et plus spécifiquement, vous aider comment? À surmonter mes peurs. Parce que je sais que j'y arriverai pas toute seule. Et qu'est-ce qui vous motive à vouloir vous en sortir? À vouloir reprendre tout ça. Un travail. Et qui est responsable de ce qui ne va pas à votre vie? Bah, c'est moi-même. Après une longue discussion, le spécialiste détaille à Jenny les mécanismes psychologiques qui l'étouffent. Je vais garder les choses en moi et je vais faire en sorte que tout ce qui est vomitif est prohibé. C'est-à-dire, si je ne vomis pas, j'existe. Est-ce qu'on se fixe un objectif? Les transports en commun. J'aimerais bien recevoir mes amis chez moi. D'accord. J'ai l'impression que je vais pouvoir enfin avancer et m'en sortir. Oui, bien sûr que vous allez vous en sortir. On le fait à deux. Il faut surtout d'abord savoir pourquoi vous les faites, les choses. D'accord? Pour vivre. Voilà. Si vous les faites... Pour moi. Voilà. Si vous faites les choses pour vous, déjà, on est sur la bonne voie. Moi, je la sens motivée. Après, il ne faut pas se leurrer. L'être humain est très compliqué. Ce n'est pas un moteur de voiture. Donc, c'est pas parce qu'on va changer une courroie que tout va repartir. Donc, c'est un processus qui n'est pas linéaire, qui peut être plus ou moins long selon les individus. Mais chez Jenny, j'ai vraiment confiance parce que je la sens motivée pour elle-même. Jenny veut enfin véritablement guérir. Première étape, sortir de chez elle, affronter les autres et les microbes du métro de Toulouse sans paniquer. Une épreuve à ce jour insurmontable. Diane, 21 ans, souffre de trichotillomanie,
Un TOC qui la pousse à s'arracher les cheveux. Aujourd'hui, elle quitte la région de Bordeaux pour venir près de Toulouse, retrouver Anthony, son amoureux. Anthony m'apporte beaucoup de choses que d'autres personnes n'ont pas. J'arrive pas à le définir tellement c'est différent et que ça a chamboulé ma vie, on va dire ça comme ça, quoi. Il me donne de la force pour paraître normal, on va dire ça comme ça. Ça me donne encore plus envie de me battre contre ce que j'ai, quoi. Ça fait quasiment 3 ans qu'on est ensemble. J'ai mis du temps avant de lui en parler, j'ai mis 7 mois. Pour moi, la vision qu'il avait de moi allait changer. Du coup, j'avais vraiment peur de lui annoncer. Puis au final, je pense pas que ça ait changé quelque chose. Ça fait du bien qu'elle m'en parle, parce que ça veut dire qu'elle a confiance en moi, qu'elle commence à avoir confiance en moi, et ça m'a fait du bien, ouais. Elle est tout à fait normale pour moi, pour tous les gens, enfin... T'es normal. Pour moi, je lui ai déjà dit, c'est que des cheveux, tu sais que je m'en fiche. Après, pour elle, je sais que c'est un mal-être énorme et j'aimerais qu'elle réussisse à le combattre de toutes ses forces. Combattre la tricotylomanie de toutes ses forces, c'est aujourd'hui la volonté de Diane qui est venue chercher de l'aide auprès de Ève, une sophrologue qui pratique l'hypnose. Ensemble, elles vont tenter de comprendre d'où viennent les crises de Diane. Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne très angoissée, très stressée? Oui. Est-ce que vous avez remarqué si justement il y a plus de moments où vous arrachez les cheveux? Oui, mais c'est souvent. Voilà. Oui, donc, on pourrait faire un lien entre les stress, les angoisses et les moments où vous arrachez. D'accord. Ouais. Ah oui, totalement. Il faut savoir que vous avez l'émotion qui arrive. Si vous la laissez monter, vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts si vous êtes tout en haut pour pouvoir redescendre que si de suite vous reprenez le contrôle, vous reprenez les commandes et hop, bon, il y a eu un petit accroc. Voilà. Et à partir de là, c'est vous qui reprenez le contrôle, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Parce que là, le but avec toutes ces séances, que ce soit sophrologie et même hypnose, c'est de reprendre ce contrôle, si vous voulez, parce que vous êtes actrice, vous êtes créatrice, vous êtes le metteur en scène de votre avenir, de votre futur. Donc c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour que cet avenir soit positif et que vous puissiez vous libérer de tout ce qui est inconfortable pour vous dans votre présent. D'accord. Voilà. D'accord ? Donc, première phase, détente, respiration. Deuxième, le négatif, qu'est-ce qu'on en fait? Il se passe tel ou tel événement. Qu'est-ce que je fais pour pas que ça s'accumule et que je monte en pression? Et troisième, c'est accepter de revivre du positif. Une fois qu'on a cette base-là, on a des outils. Donc là, moi, ce que je propose en sophrologie, c'est des outils pour une gestion émotionnelle. Et on va un petit peu mettre l'accent sur quelque chose que vous faites naturellement, en mettant l'accent sur peut-être une manière de le faire plus profondément et en étant bienfaisante avec vous-même. Prendre du temps pour vous et pour vous sentir bien. Ce qu'on ne fait pas forcément. Et plus vous vous ferez du bien, peut-être que moins vous aurez envie de vous faire du mal. D'accord, oui. Je vois. Puis j'ai remarqué que quand j'ai prononcé le mot « être bienfaisante avec vous-même », hop, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'air de dire « mais ah oui, mais ça existe ». Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai oublié ça sur une partie de ma vie. Mais en effet, ça existe et ça peut être très confortable. Oui, mais je me doute. Mais bon, après, il faut que j'arrive à trouver le temps. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est très très compliqué de vivre à 100% en étant sur notre lieu de travail, d'arriver à trouver du temps pour soi. Déjà, on crée ce que l'on craint. Donc si vous craignez de ne pas avoir le temps, vous pouvez vous dire que vous vous programmez pour ne pas avoir le temps. Si vous vous programmez pour prendre ce temps pour vous, vous trouverez le temps pour le faire. Quand on veut vraiment, on trouve le temps en général. Quand on veut un peu. Alors, je ne serais pas aussi généraliste, mais... Non, parce que si je voulais, ça ferait longtemps que... Voilà, c'est pour ça que je ne serais pas aussi généraliste dans la phrase. Ouais. Mais par contre, trouver le temps... D'accord. Je pense que c'est faisable. Après, on trouvera des solutions. Oui. Voilà.
Convaincue, Diane se sent prête à mettre le processus proposé par la sophrologue en place. Un processus qu'elle considère comme celui de la dernière chance. En Gironde, Amandine, 20 ans, est atteinte de phobie scolaire. Stressée, elle pique de véritables crises de nerfs. Et à quelques jours du bac, elle veut tout abandonner. Amandine a fait une énorme crise. Ouais, mais ça, c'est le contre-coup. On peut pas choisir les profs. Oh. On va en discuter tous les trois, on va aller la voir. Ouais. Allez. Je suis incapable de parler dans une langue étrangère à quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas. C'est pas possible pour moi. C'est juste impossible. Bon, ça a toujours été possible jusqu'à présent quand tu étais toute seule. C'est pas possible pour moi. Et mais si, c'est pas possible, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est juste pas possible. Moi, je ne veux pas passer avec les profs, ces profs-là. Je veux passer avec des profs que je connais, que je sais qui vont pas me foutre la misère. Lily, tu as bien vu que j'ai essayé, que c'est pas possible, quoi. Maintenant que les convocations sont toutes envoyées. C'est bon, là. Tu sais, tu te débrouilles bien. J'ai plus envie de parler. Je veux pas y aller si c'est pas ces profs-là. Amandine, tu vas pas foutre en l'air 8 ans de combat, quoi. C'est bon, arrête là. C'est pas ton combat, c'est le mien. Donc laisse-moi. C'est le nôtre, nuance. Ouais, moi, j'en ai marre. Je suis désolé, je m'en vais. Depuis 8 ans, les parents d'Amandine vivent au rythme de la phobie de leur fille. Désemparés, ils ne savent plus quoi dire ni faire pour tenter de la raisonner. Elle se met dans des états pas possibles. Il faut faire attention toujours à ce qu'on dit, sinon elle démarre en flèche. Et donc par rapport à ces états, plus que par rapport à sa phobie que j'ai appris à bien connaître, mais par rapport à ces états, il y a des fois je pète un boulon, j'en ai marre. Et il n'y a rien à faire, on peut pas, certains soirs comme ça, on peut pas la rattraper. À quelques jours du début des épreuves, Amandine est rattrapée par ses angoisses et son incapacité à les surmonter. Si près du but, ses parents redoutent désormais de l'avoir tout abandonnée. En Rhône-Alpes, Gary, atteint du syndrome Gilles de la Tourette, doit passer aujourd'hui l'oral qui lui permettra d'obtenir un emploi. Une épreuve qui le stresse, alors il rend visite à sa mère. Salut. Salut. Je t'emmerde. Tiens, ça va? Ouais, t'as bien dormi? Ouais. Il faisait pas trop chaud. Catin. Fils de pute, je prends une goutte de café. Tu prends du café? Ouais, Catin. Allez, okay. Tête de bite. Zub. Et Catin. Ouais. Alors, ton examen? Bah, 9h30, normalement, je crois. Pas trop stressé? Fils de pute. Dans le cul. Plus stressé de ce qu'il y a à faire avant. Il le sait, son stress amplifie sa maladie. À tout moment, il risque d'insulter le jury et ruiner ses chances d'obtenir son emploi. Zop, tu baises. Salut. Au revoir. Salut. Catin. Et puis je te dis merde. Ouais, ça va aller. Allez, à ce soir. Courage. Merci. Ça va arriver. Gary sera bientôt évalué par un jury de 4 personnes, dont 2 qu'il ne connaît pas. En attendant l'heure de l'examen, il se lâche et laisse sortir tous ses tics, comme pour conjurer le sort. Je me sens un peu stressé quand même parce que si je le valide pas, ça compromet mon embauche par la suite. Donc c'est vrai qu'il y a de l'enjeu, donc un peu stressé, mais on essaye de passer outre et de penser à autre chose. Je me défoule avant que le jury arrive, et puis quand le jury sera là, ce sera blocage total. Et puis s'il y en a un ou deux qui m'échappent, ben, tant pis, c'est comme ça. Et puis ils sont au courant. Salope. À chaque fois que je suis un peu stressé ou quoi, c'est tout de suite puissance 10. Donc c'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est surtout fatigant à contrôler, mais on y arrive. L'enjeu est de taille pour Gary. Malgré son assiduité dans le travail, dans quelques heures, il saura si sa maladie a réduit à néant ses chances d'obtenir un emploi. À Toulouse, Jenny poursuit une thérapie pour se délivrer de son hémétophobie. Alors aujourd'hui est un grand jour, elle va devoir descendre dans une station de métro, une véritable épreuve pour la jeune femme.
Le métro, c'est très confiné. C'est sous terre, c'est pas aéré. Il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles d'être malades, de foutre leurs microbes un peu partout, sur les barres, sur les sièges. C'est pas forcément super bien nettoyé. Donc, c'est une source de. Comment on dit? Là où on attrape ces choses-là, quoi. C'est un nid. Donc on approche doucement du métro. Vous ressentez quoi, là? Du stress. Du stress. Donc respirez tranquillement. Pour l'instant, on est encore sur la place. Donc on descend tranquillement. Ça va, là? Vous ressentez quoi? Plus de jambes. Plus de jambes, d'accord. Et à part les jambes, qu'est-ce que vous avez perdu en cours de route? Le cerveau. Le cerveau, d'accord. Respirez tranquillement. Il faut bien rester détendu, bien sentir les émotions qui montent. Donc là, regardez, on rentre dans un hall. Donc là, respirez tranquillement, prenez le temps, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, on est comme dans un magasin, sauf qu'il n'y a pas de vêtements de bouffe, mais on est comme dans un magasin, vous voyez. Est-ce que quand vous rentrez dans un magasin, vous avez peur? Non. Et ici, pourtant, vous ressentez l'anxiété. Donc vous voyez bien que votre cerveau ne se positionne pas sur l'ici et maintenant, il se positionne déjà par projection sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Il vous fait stresser, il vous fait paniquer, il vous coupe les jambes, il coupe la respiration. Et voilà. Vous comprenez? C'est de l'imagination quelque part. Je crois que j'ai jamais été aussi loin en fait depuis très longtemps dans un métro. Donc moi je suis quand même contente. Mais déçue à la fois, j'aurais aimé aller un peu plus loin. Mais bon, la prochaine fois. Aujourd'hui, on sait que Jenny va arriver à dépasser cette problématique-là, ce qui prouve bien que les hémétophobes, il existe toujours une porte de sortie. Toujours. Bravo. À 30 ans, après des années d'enfermement dans une phobie particulièrement handicapante, Jenny avance résolument vers sa nouvelle vie. À Bruguière, près de Toulouse, Diane, 21 ans, retrouve ses amis. Elles sont peu à partager son secret. Ce soir, Diane a besoin d'elle pour leur avouer qu'elle a malheureusement replongé et qu'elle recommence à s'arracher les cheveux. Tu m'avais dit que ça faisait 15 jours que tu n'avais pas retouché à tes cheveux. Ouais, ça faisait. Voilà. T'as reflanché? Mais j'ai replongé, ouais. En plus, le pire, c'est que t'avais réussi à faire 15 jours et plus. Non, j'avais fait quasiment un mois et demi. Quasiment un mois et demi. Si tu C'est difficile. Tenir 15 jours. Non, mais... Si t'arrives à tenir un mois et demi, tu peux tenir toute ta vie. Non, c'est pas comme ça, parce que plus ça va, plus t'as envie. Il faut que cette envie-là, elle passe. Et t'as pas pensé à acheter genre, tu sais, des petites boules moelleuses, tu sais, à la place de te tirer les cheveux ou... Ben, j'ai déjà essayé en fait. Ouais, mais tu sais, même m'occuper les mains tout simplement. Ça marche pas. Ça marche pas en fait, parce qu'après je jette le truc et ce que je fais, ben, je remets ma main dans les cheveux donc. Faut que t'en parles, je pense, le plus possible pour que tout le monde t'aide. Parce que je pense que si tu peux tenir un mois et demi, si derrière tu flanches parce qu'il y a un truc émotionnel ou quoi que ce soit, faut que tu te dises que ben, t'as des amis, t'as ton copain, t'as ta famille. Non, mais ça, avec mes parents, c'est un sujet tabou par rapport à ça. Tu pourras en parler avec eux pour qu'ils te. Pas qu'ils t'aident, mais. Non, il s'est passé tellement de trucs dans le passé que je. Non. C'est autre chose, c'est. Mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Bah oui, bien sûr. Ça te fait du mal aussi de. Du coup, tu te répercutes sur toi. Tu te dis c'est ta faute. Bon, après, je suis pas psy, hein, je peux bien pas sûr. savoir. Mais. La culpabilité de voir qu'on fait du mal à. À soi-même? Non, à ses parents. À ses parents. Mais tes parents, ils t'aiment, Diane. Ils t'aimeront toujours. Non, mais c'est. Tu seras toujours leur petite fille. Mais ça j'ai pas dit le contraire, hein, non, ça par contre. Mais non, mais il y a des remarques, il y a des remarques qui font mal, que j'ai entendues, qui font vraiment très très mal. Non, mais déjà, j'en parle beaucoup plus facilement qu'avant. Hein. Oui. Parce que ça fait du bien déjà pour toi. Ouais. Bah, j'ai surtout appris à l'accepter. Il fallait ça surtout. Que tu l'acceptes et que tu te dises, ouais, je suis normale en gros. Pour moi, je suis pas normale et puis ça, vous pourrez pas me dire. Pourquoi tu dis ça, sinon t'arrêteras jamais. C'est ça. C'est ça le cap, c'est de te dire que t'es normale et tellement tu vas dire t'es normale, tu vas plus y penser et tu vas faire ta vie. Je sais pas. En essayant de la rassurer, les amis de Diane semblent sous-estimer la réalité du mal dont elle souffre. Comme beaucoup de gens atteints de TOC, Diane reste seule face à sa tricotylomanie.
À quelques jours du bac, Amandine est plus que jamais décidée à gagner son pari. Prête à tout, c'est surmotivée qu'elle s'apprête à se lancer dans cette épreuve qu'elle compte bien réussir. J'ai pas lâché l'affaire par rapport au bac parce que c'est quand même depuis la 6e que je veux me battre pour l'avoir. Vous voyez, à l'époque romaine, les gladiateurs qui rentraient dans l'arène et qui faisaient tout pour ressortir vivants. Moi, j'y vais comme ça, dans cet état d'esprit-là au bac. Et puis j'espère ressortir vivante de l'arène, bien entendu. Hein. Et même si je l'ai pas cette année, je l'aurai. Je l'aurai un jour. Un mois plus tard, les épreuves terminées, Amandine est sereine. Alors ce matin, je vais au lycée pour chercher mes résultats du bac et voir si je l'ai, si je l'ai pas, si je vais au rattrapage. C'est vraiment le truc qui dit ouais, ça y est, t'as battu l'école, quoi. Tu as eu ton bac, t'as été plus forte que la phobie. Même le jour des résultats, et même si c'est peut-être pour la dernière fois, aller au lycée reste une épreuve. Bon, j'ai pas envie d'y aller. On est obligé d'y aller? Oui, Pas de crise pour le moment, mais je vous assure qu'à l'intérieur, je suis très stressée. Tout est très contracté, mon ventre, je suis crispée. Mais bon, les dés sont jetés. De toute façon, on peut plus rien faire maintenant, je suis impuissante. Il faut juste que je voie le résultat, c'est tout. Voilà. Et quelques minutes plus tard... Je m'en doutais, je suis tellement stressée, alors... Amandine, donc, pour avoir le bac, il faut aller chercher 11 points. C'est rien du tout. C'est pas grand-chose, ça ira se chercher. Depuis 8 ans, ses parents se battent aux côtés d'Amandine pour l'aider à décrocher le bac. Ses résultats, ce sont un peu ceux de toute la famille. Ouais, papa, c'est moi. J'ai eu le rattrapage, il me manque juste 11 points. Tous les profs m'ont dit que c'était rien à récupérer, 11 points. Et pour info, tu veux savoir quelle est la meilleure note que j'ai eue, que jamais j'aurais pu espérer? J'ai eu 15 en espagnol, 15! Elle a jamais fait d'espagnol en cours. Non. Moi, je suis très contente. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à réussir le rattrapage. Et j'espère que je vais l'avoir. Je croise les doigts, et je croise les orteils. Si je pouvais, je croiserais mes orteils. Mais bon, ça va être difficile, mais je croise les doigts en attendant. Voilà. Et il me tarde juste une chose, c'est que ça soit bon ou mauvais, au moins que ça soit fini, que le stress soit fini. 11 petits points. C'est ce qui sépare Amandine de la fin de son cauchemar. 11 points pour une porte de sortie définitive de la phobie qui la ronge depuis plus de 8 ans. En Rhône-Alpes, Gary est sous pression. Il doit absolument se dominer et ne pas insulter le jury. Bonjour. Bien et vous? Katin. Bonjour. Bonjour Gary, Serge Amelia. Enchanté. Bonjour. Fabrice. Gary. Du coup, donc j'ai préparé donc le CQPM agent logistique cette année. Rongé par le stress, Gary a beaucoup de mal à se maîtriser. Suivant l'aspect des cartons, si ce n'est que... Obligé de réussir, il sait que trop d'insultes annuleraient toutes ses chances de décrocher un emploi. On a un planning juste ici, salope sur dans le cul. Salope sur les différentes salles de production. On a 2 relèves par jour, donc une à 8h30, une à 14h30. On transmet au gestionnaire de stock qui vérifie au moment du comptage, qui vérifie informatiquement la quantité qu'on a en stock. Et si besoin, il fait un ajustement ou il met en comptage si l'ajustement n'est pas possible, qu'il y a un trop gros écart. Merci. Bonne journée, à tout à l'heure. Face à un jury compréhensif qui part délibérer, Gary n'en est pas moins anxieux. Et il ne sait pas si ces petits dérapages vont lui coûter son emploi. Je me suis senti avoir beaucoup de tics et c'est vrai que mais sur le contenu, ils ont eu l'air intéressés et je pense pas qu'il y ait eu de problème particulier pour mon oral. J'espère vraiment l'avoir. Donc j'aurai la réponse dans une petite demi-heure. C'est mort d'inquiétude que Gary part découvrir le verdict du jury. Ta gueule. Juste ma gueule. Bonjour. Attends. Merci Gary pour ta présentation. Ta gueule. De rien. C'est un plaisir. On a apprécié que tu nous présentes donc, à ton activité professionnelle.
Donc ce qu'on a décidé d'un commun accord avec les membres du jury ici présents et ta supérieure Patricia, donc pour ce qui est ta soutenance d'aujourd'hui, on a validé l'ensemble des capacités professionnelles. Tout est acquis. Tant mieux. Ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est bon. C'est un gros soulagement. Je pense que j'ai bien assez insulté le jury ce matin. Donc vous en avez pas trop pris compte, donc ça me rassure. À aucun moment, ça n'a entaché ta présentation. C'est le principal. On en fait vite abstraction. Bah tant mieux. Ouais, c'est une belle victoire. Ça montre que le contenu était plus important que la forme, donc c'est assez intéressant. Merci Gary, tu auras officiellement ton diplôme d'agent logistique, donc dans les 6 mois. Et puis aussi, on t'accueillera avec plaisir au pôle formation des industries technologiques pour la suite, pour suivre une formation de technicien logistique. Et ce sera avec plaisir que tu peux revenir parmi nous. Un diplôme de plus. Bravo. Merci. Pour la suite de ma carrière, je suis beaucoup plus optimiste qu'en début de journée. C'est pas parce qu'on a cette maladie qu'on est bizarre, qu'on peut pas vivre. Il faut travailler sur soi, mais c'est possible de vivre avec, de vivre une vie normale, d'avoir des amis, de trouver du travail et de le garder. Pour Gary, la victoire est totale. L'obtention de son diplôme résonne comme une revanche sur la vie et le handicap. Il a réussi à dominer son syndrome Gilles de la Tourette et l'avenir semble enfin lui sourire. À Muret, près de Toulouse, Jenny s'apprête à recevoir pour la première fois son amie Zazou, accompagnée de sa petite fille. Une épreuve pour la jeune femme, paniquée à l'idée qu'elle ramène des microbes chez elle. Salut. Tu veux bisous? Bonjour bébé. Te rappelles de Tati? Oui. Comme mal, hein? Bah, c'est normal. Hier, j'ai réussi à descendre dans une bouche de métro. T'es allée dans le métro? Pas dedans. Je suis rentrée juste à l'entrée. D'accord. Ouais, j'aurais aimé le voir, ça, quand même. Bah, c'est bien. Bah oui. C'est très bien. Donc, déjà, c'est un très, très grand pas. La prochaine fois, je viendrai avec le petit aussi. Je trouve Jenny beaucoup mieux. Je trouve qu'elle est... elle a plus de volonté de sortir. Là, elle a accepté ma fille, ça s'est très bien passé. J'ai l'impression qu'elle veut s'en sortir. Que là, maintenant, elle se donne les moyens de s'en sortir, de tout faire pour elle, déjà, premièrement. Et je pense que nous, après, sa famille, ses amis, je pense que ça l'aide énormément à vouloir s'en sortir. Pour faire plaisir à tout le monde et surtout à elle en premier lieu, quoi. À la fin de la journée, Jenny a gagné son pari. Elle a réussi à vaincre son angoisse des microbes et a même proposé à Zazou de revenir très vite la voir chez elle. À Bruguière, près de Toulouse, Diane passe le week-end chez ses parents. Pour la première fois depuis des années, elle parle enfin avec sa maman des raisons qui l'ont poussée à s'arracher les cheveux. Je cherche plus à donner une raison, à comprendre, enfin comprendre si je voudrais toujours, mais disons que je vis avec et j'ai accepté le fait que peut-être ce n'était pas de mon fait. Et en plus, je ne sais pas si Diane en a parlé, mais elle était dans le déni total. Elle n'acceptait pas. Alors effectivement, on avait une façon d'aborder la chose qui était violente dans la façon d'aborder la chose. Attention, hein, elle n'était pas frappée, battue ni rien. Quand je dis violente, c'est les mots, c'est la violence avec laquelle on dit « Mais Diane, enfin, mais si, tu tires sur tes cheveux, voyons, regarde !» « Non, maman, non, maman, non, maman !» Enfin, je savais que je le faisais, j'avais conscience quand même que je le faisais, mais j'avais juste peur, justement, d'après, de me faire gronder. C'est surtout ça, j'avais peur. Elle a dû aussi supporter le fait de dire je ne tire pas sur mes cheveux, comme ça maman ou papa comment dirais-je, ne le voit pas. Ne le voit pas et ne le vivent pas mal, sûrement, oui, bien sûr. Vous l'emmenez elle veut partir faire un stage d'équitation, vous l'emmenez, et puis le moniteur ou le directeur du centre vous dit vous ne m'avez pas dit que Diane s'automutilait. C'était sur le sommet du crâne, elle avait la bombe, etc. Je lui dis, mais non, c'est la bombe.
Là aussi, c'est moi aussi qui essaie de me trouver des excuses, qui essaie de me voiler la face. Elle a un trou, elle a une tonsure au niveau du sommet du crâne et vous vous dites, ben non, c'est le frottement de la bombe sur le sommet du crâne qui fait que le cheveu est parti. C'est une façon de nier. De nier, de dire que ben non, elle se tire plus les cheveux. Partout il y en a, mais pourquoi là? Et puis, au fond de vous, complètement, quand vous êtes tout seul, que vous rentrez, ben vous savez très bien que ça a recommencé et puis que ça a attaqué d'autres endroits, que c'est plus simplement derrière les oreilles ou dans la nuque, et maintenant c'est sur le sommet du crâne. Puis après, ça va devenir devant. Mais on ne touche plus aux cils, on ne touche plus aux sourcils. Car pour la mère de Diane, la tricotylomanie a toujours été un sujet tabou. Je ne pouvais pas en parler parce que pour moi c'est tout douloureux et ensuite c'est pareil, le regard des autres est important. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que j'ai... Le conseil qu'on va me donner, j'ai pas envie de l'entendre. Est-ce que tu as pensé à... Les gens ne connaissent pas, donc forcément ils ne savent pas, ils vont vous donner le conseil que vous n'avez pas envie d'entendre et que je ne vais pas suivre de toute façon, donc je n'en parle pas. Un silence qui a muré Diane dans une solitude douloureuse et une culpabilité de chaque instant. Pour la première fois depuis des années, la mère et la fille brisent le tabou et évoquent ensemble le TOC dont souffre Diane. C'est compliqué, hein. Compliqué à comprendre. Je sais très bien qu'il ne faut pas que je le fasse. Ça, je le sais très bien, hein. J'en ai conscience. Mais tu te rends compte après, une fois que c'est fini. Donc, quand tu rentres dans une sorte de bulle, que t'es... C'est comme si, en fait, t'étais... Ton esprit, que t'es là, mais ton esprit, il part. Tu le fais par... comme un geste habituel. Oui, comme si, par exemple, je coupais quelque chose. Dans les cheveux, je fais ça parce que j'ai la mèche qui tombe. Ça fait partie de la conversation, etc. Donc pour toi, c'est aussi un geste naturel, peut-être. Je sais rien. Je sais pas. Hein. Une conversation qui leur permet de mettre fin à des années d'un silence dans lequel elles se sont terrées. Est-ce que Diane vous déçoit? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun moment... Non. En aucun cas, j'ai été déçue. En aucun cas. En aucun cas. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle est arrivée, j'avais 35 ans, et voilà, ça a été le chamboulement de ma vie. C'est tout. Avec ses joies, ses peines et ce qui se passe maintenant. Mais en aucun cas. Après des années de déni, Diane a choisi de briser la glace et de mettre fin à un tabou familial. Plus forte parce que plus vraie, elle poursuit sa lutte contre le mal qui la ronge, avec l'espoir de s'en sortir. Amandine a eu son bac. Toujours poursuivie par sa phobie scolaire, elle a finalement renoncé à s'inscrire à l'université et à s'éloigner de ses parents. Elle s'accorde 1 an avant de reprendre le chemin des études et le combat contre sa phobie. Gary a entamé une nouvelle formation et poursuit son chemin au sein de la même société. De défi en objectif, il avance, déterminé à ne pas laisser le syndrome de la Tourette rétrécir le champ de ses envies. Depuis peu, Jenny prend les transports en commun. Si elle ne boit toujours pas d'eau, elle mange mieux et a même repris une dizaine de kilos. Persévérante et déterminée, la jeune femme est en passe de gagner son pari contre la phobie qui la maintient hors du monde depuis des années. Diane réussit désormais à dormir sans son bandeau et poursuit ses séances avec la sophrologue. Elle avance résolument vers une vie dans laquelle elle n'aura plus à redouter le regard des autres.